Toujours dans le chapitre 1 qui concerne la géométrie, plus exactement dans la partie sur les vecteurs, on va rappeler les principales opérations sur les vecteurs. Pour ce faire, on va se donner trois vecteurs, A, B et C. x1, y1, z1 sont les coordonnées du vecteur A. x2, y2, z2 les coordonnées du vecteur B. x3, y3, z3 les coordonnées de C. Rappelons la définition du produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs est un scalaire positif ou négatif. Il est donné par la norme de A, donc la norme du premier vecteur, fois la norme de B, la norme du deuxième vecteur, fois le cosinus de l'angle qui se trouve entre A et B. Si on veut exprimer ce produit scalaire avec les coordonnées respectives de A et de B, eh bien, A produit scalaire B n'est autre que x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. On peut aussi l'interpréter comme le produit de la longueur du premier, c'est-à-dire module de A, par la longueur du projeté orthogonal du deuxième sur la droite qui porte le premier, c'est-à-dire B cosinus. On peut voir ça plus clairement sur le schéma suivant. Nous avons la direction du vecteur A, nous avons le vecteur B. Eh bien, A produit scalaire B n'est autre que le module de A fois le module de B fois cosinus θ. Or, B cos θ n'est autre que le module de KH. Et KH n'est autre que la projection du vecteur B sur la direction de A. Le produit scalaire est commutatif et en même temps distributif par rapport à l'addition, et il est nul lorsque les vecteurs sont orthogonaux. C'est-à-dire, lorsque θ est égal à π sur 2, eh bien, nous avons cosinus de π sur 2 est égal à 0, et donc le produit scalaire sera nul. Définissons à présent le produit vectoriel. Alors le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur. Sa norme mesure la surface du parallélogramme basé sur les deux vecteurs. Nous avons le vecteur A, vecteur B. On peut former ce parallélogramme et par suite, la surface de ce parallélogramme n'est autre que la norme du vecteur résultant du produit vectoriel entre A et B. Alors, on note le produit vectoriel A, vectoriel B. On peut le calculer en utilisant les coordonnées de A et de B. On trouve que le produit vectoriel est donné en fonction des coordonnées par ces expressions. Alors, la norme du produit vectoriel est donnée par la norme du premier, fois la norme du deuxième, fois la valeur absolue du sinus de l'angle qui se trouve entre A et B. Donc, cette expression, elle permet juste de calculer une des caractéristiques du produit vectoriel, à savoir la norme. Et d'après la définition, le produit vectoriel est un vecteur, et donc, il a un point d'application, sens, une direction. Donc, si on veut connaître l'orientation du vecteur produit vectoriel, on peut utiliser la règle des trois doigts.
ou éventuellement ce qu'on appelle communément la règle du tiers bouchon. Alors, le produit vectoriel est nul lorsque les vecteurs sont collinéaires. Vous aurez donc un sinus AB, ils sont collinéaires, ça veut dire que cet angle, il est égal à 0, et on sait que le sinus de 0 est égal à 0. Si ce n'est pas le cas, alors le produit vectoriel est orthogonal au plan formé par A et B. Alors il faut faire attention, le produit vectoriel n'est pas commutatif comme le produit scalaire. En réalité, on a A vectoriel B est égal à moins B vectoriel A. Par contre, comme dans le cas du produit scalaire, il est distributif par rapport à l'addition. Passons à présent à la définition du produit mixte. Alors, le produit mixte de trois vecteurs est un scalaire. Il est noté par vecteur A, virgule, vecteur B, virgule, vecteur C, et il est donné par A, produit scalaire, B vectoriel C. Le résultat est le déterminant suivant, un déterminant dont les colonnes sont les coordonnées de chacun des vecteurs. Alors vous marquerez que le produit mixte est bel et bien un scalaire, puisque B vectoriel C, le résultat, c'est un vecteur. Donc A, produit scalaire, le vecteur résultant entre B vectoriel C, c'est un produit scalaire, et donc c'est un scalaire, c'est le déterminant. Alors le produit mixte possède toutes les propriétés du déterminant, que vous avez vu en mathématiques. Il change de signe si on permute deux vecteurs, et il s'annule si au moins des deux vecteurs sont identiques. Alors, le produit mixte représente le volume du parallélépipède de côté A, B et C. Maintenant, on va donner la définition du double produit vectoriel. Alors, le double produit vectoriel est un vecteur. Il est donné par A vectoriel, B vectoriel C. Donc, c'est normal que le résultat va être un vecteur, puisque B vectoriel C est un vecteur. Et A vectoriel, résultat entre le produit vectoriel B et C, ça doit être un vecteur. Et, par définition, il est donné par A produit scalaire C, qui est un scalaire. Ce scalaire multiplié par le vecteur B, le résultat, c'est un vecteur. Moins le produit scalaire entre A et B, ça veut dire que A et produit scalaire B, c'est un scalaire que je vais multiplier par un vecteur. Ça va donner un vecteur. Et la soustraction de deux vecteurs n'est autre qu'un vecteur. Définissons à présent la division vectorielle. Soit des vecteurs V et W connus. La question qui se pose est, existe-t-il un vecteur X tel que V vectoriel X soit égal à W? Donc la question, c'est de trouver l'expression du vecteur X. Remarquons que dans un premier temps, le vecteur V ne doit pas être nul. Deuxième remarque, pour que la solution du vecteur X existe, il faut que V et W soient orthogonaux. Cherchons à présent donc le vecteur X en fonction de V et W. Multiplions vectoriellement l'équation V vectoriel X égale à W par le vecteur V. On obtient l'équation suivante. En utilisant la formule du double produit vectoriel qu'on vient de voir tout à l'heure, on aboutit à l'expression suivante.
V produit scalaire x fois v moins v au carré x est égal à v vectoriel w. Ce qui permet d'écrire que x est égal à 1 sur v carré, v produit scalaire x, v moins v vectoriel w. Alors ce terme-là, le v produit scalaire x, qui est un scalaire divisé par v au carré qui est un scalaire, on peut l'appeler alpha, et donc x n'est autre que un scalaire alpha fois v moins 1 sur v carré, v vectoriel w. Alors pour être sûr que nous avons bel et bien la condition vw doit être orthogonale, pour vérifier ça, il suffit de calculer v vectoriel x, donc de remplacer x par l'expression qu'on vient de trouver, de développer le calcul, vous allez remarquer que le résultat est bel et bien égal à w, à condition que v et w soient orthogonaux. Donc, je vous propose de faire cette petite démonstration et de vérifier que cette condition doit être vérifiée pour que la solution puisse exister. Rappelons maintenant la définition du moment d'un vecteur par rapport à un point. Donc, on se donne un vecteur, une force par exemple, une force F. Cette force par exemple, elle est appliquée en un point M, point d'application. Alors, son moment par rapport à un point O, un point quelconque O, et le vecteur d'origine O, défini par. Donc, déjà, il faut comprendre que le moment d'un vecteur par rapport à un point est un vecteur, et que son origine est O. O, c'est par rapport au point où on va calculer le moment. Donc, la définition, c'est OM. Donc, O, c'est par rapport au point où on va calculer. M est le point d'application de la force donc, de notre vecteur. Et le F, c'est le vecteur. Donc, vous remarquez que le moment, il est là. Donc, c'est une représentation dans le plan. Nous avons donc OM, il est là, OM. Produit vectoriel F. On a vu la définition du produit vectoriel et on a vu que le résultat d'un produit vectoriel doit être perpendiculaire au plan qui forme les deux vecteurs. Donc, ici, vous avez OM et F qui se trouvent dans le même plan, donc dans votre cas, c'est l'écran. Eh bien, le moment en O n'est autre que le vecteur. Donc ici, il est sortant, puisqu'il y a un point qui est perpendiculaire au plan de l'écran. Autre définition, moment d'un vecteur par rapport à un axe. Donc là, si tout à l'heure on avait parlé du moment d'un vecteur par rapport à un point et on avait dit que c'était un vecteur, dans ce cas, le moment d'un vecteur par rapport à un axe est un scalaire. Alors, on doit définir l'axe, donc soit delta l'axe. Cet axe va contenir, par exemple, le point O. Alors, on sait que pour définir un axe ou une droite, il suffit de connaître deux points ou éventuellement un point et un vecteur unitaire. Donc ici, on peut appeler le vecteur unitaire U. Eh bien, le moment du vecteur f par rapport à l'axe delta est le produit scalaire. Donc, ça veut dire que le résultat est un scalaire. Donc, le moment de f par rapport à l'axe delta n'est autre que le moment de f par rapport au point O, point appartenant à l'axe delta, produit scalaire U. Attention, U, c'est le vecteur unitaire de la droite delta. Et donc, vous voyez que c'est un produit scalaire et le moment
appartient donc à l'ensemble R, c'est un scalaire. Donc, ici, c'est juste une écriture différente. Alors, comme on est censé faire par la suite de la cinématique, où on va calculer des vitesses, des accélérations, on sera amené à dériver des vecteurs. Donc, dans la cinématique, on va dériver par rapport au temps, mais bon, introduisons la dérivation d'un vecteur de façon générale par rapport à un scalaire U. On se donne un repère R, d'origine O, et de vecteurs unitaires E1, E2, E3. Le vecteur A va dépendre d'un scalaire U, et les coordonnées du vecteur A, eux-mêmes, vont dépendre de ce même scalaire U. Donc, on va les appeler grand X1 de U, grand X2 de U et grand X3 de U. Le vecteur dérivé de AU par rapport à U dans un référentiel R est donc donné par dérivée par rapport à U, c'est la dérivée des coordonnées par rapport à U. Donc là, vous voyez, c'est la dérivée de x1 par rapport à U, E1, dérivée de x2 par rapport à U, E2, et dérivée de x3 par rapport à U, E3. On peut écrire ça en utilisant la notation différentielle, donc ça nous permet d'avoir une expression comme ceci. Donc le du est la différentielle de U. Et le d vecteur AU que je peux noter A.U du est la différentielle vectorielle du vecteur AU. Principale formule de dérivation. Donc, la dérivée d'une somme n'est autre que la somme des dérivées. Donc ici, j'ai la somme de deux vecteurs que je vais dériver, eh bien, c'est la somme de la dérivée du premier vecteur plus la dérivée du deuxième vecteur. Ici, c'est la dérivée d'une fonction qui dépend de u fois le vecteur AU, eh bien, c'est la dérivée de la fonction m fois le vecteur plus la fonction m fois la dérivée du vecteur a, fonction de u. Là, nous avons la dérivée du produit scalaire, et ici, nous avons la dérivée du produit vectoriel. Alors, ces deux dérivées se portent, il y a une similitude entre ces dérivées et la dérivée de la fonction f fois g. Donc, vous voyez bien que c'est la dérivée du premier vecteur produit scalaire le deuxième plus premier vecteur produit scalaire le deuxième. De même pour le produit vectoriel. Mais il faut faire attention. On sait que le produit scalaire est commutatif. Donc ici, l'ordre n'est pas important. Par contre, dans le produit vectoriel, la dérivée, il faut vraiment respecter l'ordre parce que si vous changez A' et B, vous faites B vectoriel A', ben, automatiquement, vous introduisez un signe moins et automatiquement, vous avez une erreur. Donc, n'oubliez pas que le produit vectoriel n'est pas commutatif. Alors, on va maintenant s'intéresser à un vecteur dérivé d'un vecteur fonction d'une autre fonction. Donc, on se donne un vecteur A qui va dépendre de U. Mais U, elle lui-même, ou plutôt elle-même, est une fonction de V. Alors dans ce cas, la dérivée du vecteur A par rapport à V n'est autre que la dérivée de A par rapport à U, et bien sûr, fois la dérivée de U par rapport à V, puisque U c'est une fonction de V. Et donc ici, nous avons la dérivée du vecteur A par rapport à U fois la dérivée de la fonction U par rapport à V. Vecteur dérivé d'ordre P, en réalité, nous
On va utiliser la vitesse et l'accélération, c'est-à-dire une dérivée première et une dérivée deuxième. Et bon, je vous donne quand même la définition de la dérivée d'ordre P. Donc, c'est la dérivée Pm, ou de l'ordre P du vecteur A, par rapport à U à l'ordre P. Dans ce qui nous concerne, lorsqu'on va faire de la cinématique, U, par exemple, sera le temps. Et dans ce cas-là, la dérivée de A par rapport au temps, on peut la noter à point de T. Et la dérivée deuxième de A par rapport au temps, on peut la noter à 2 points. Donc, c'est les dérivations par rapport au temps, ce sont les dérivations cinématiques.